Élu dans Robertval en 70, Robert Lamontagne milite pour une implication des jeunes en politique et au développement régional. Député libéral, il devient vice-président de l'Assemblée nationale, puis whip en chef de l'opposition. Sa plus grande réalisation demeure l'implantation d'une usine de pâte et papier à Saint-Félicien. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour, M. Morin. Je suis heureux de vous retrouver après plusieurs années. Et le plaisir est réciproque. Merci. Vous êtes notaire de formation. Oui. Vous avez pratiqué ce métier-là, cette profession-là pendant toute votre carrière. Mais en politique, vous avez fait vos débuts en 1958 comme échevin dans une toute nouvelle ville, Chibougamau. Et là, vous deviez tout bâtir. Bien, en fait, mon père était notaire, moi. Il est décédé en 1955. Et avant de mourir, il m'avait dit va donc pratiquer à Chibougamau, c'est une terre promise. Autant qu'on parle du plan Nord dans ce temps-ci, autant Chibougamau, dans mon temps, dans ce temps-là, était extrêmement réputé comme terre d'avenir. Et c'est une municipalité nouvelle qui était administrée par des délégués du gouvernement du Québec jusqu'en 1958, où là arrivait la première élection publique du conseil municipal, 4 échevins et un maire. Bon, c'était pas un goût politique que j'avais particulier, mais plusieurs me disaient « Robert, t'es notaire, tu devrais y aller, etc. » Ben, non. Je suis allé, puis j'ai été élu. Et j'ai été réélu une autre fois en 1960. Donc, j'ai passé 4 ans. C'était extraordinaire être dans le conseil municipal à Chibougamau parce que tout était à faire dans cette ville-là qui est devenue une belle ville maintenant. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait rien. En fait que le conseil municipal devait tout décider. Et on ne lisait pas les décisions antérieures aux nôtres, il n'y en avait pas. En fait que nous, on faisait l'histoire tranquillement. Dès le mois de janvier 1962, j'ai démissionné comme échevin de la ville de Chibougamau. La larme à l'œil, il faut le dire, parce que j'aimais Chibougamau et mon épouse également. Mais on avait 3 enfants, puis on décidait de retourner chez moi à Saint-Félicien. En retournant à Saint-Félicien, aviez-vous le goût de faire retourner en politique un jour? Du tout. Moi, à Saint-Félicien, j'aimais m'occuper d'organismes. Je me suis occupé de ski, de toutes sortes de choses, des régates. Je m'occupais beaucoup, ce qu'on me demandait, du côté commissariat industriel dans des petites villes comme Saint-Félicien. Il fallait créer un commissariat. Enfin, je m'occupais de tout. Alors, j'étais très sollicité pour me présenter au municipal. J'avais même des offres d'élection sans candidat, d'être sûr d'être élu. Mais ça ne m'intéressait pas et j'ai toujours dit non tout le temps. Je n'ai jamais refait de politique municipale de ma vie, absolument pas. Vous êtes revenu à la politique en 70, aux élections 70, candidat libéral. Comment c'est arrivé? Bien, je ne savais pas, moi, que j'étais pour être candidat. C'est qu'à un moment donné, j'étais justement à Chibougamau parce que j'avais démissionné pour retourner à Saint-Félicien, mais à toutes les semaines, je retournais faire du notariat à Chibougamau. Toutes les semaines, beau temps, mauvais temps, je remontais à Chibougamau. Et les élections provinciales se sont déclenchées pendant ce temps. J'étais à Chibougamau, j'ai pris ça à la radio. Bon, là, je m'interrogeais qui va être le candidat dans le comté Robertval. Moi, j'espérais, j'avais des noms à proposer. Pas le mien, moi, j'avais des noms à proposer. Ça fait que en descendant à Saint-Félicien, pour compter ça exactement comment ça s'est passé, j'arrivais de Chibougamau, on avait été prendre une consommation à l'hôtel Bellevue.
Et il y avait beaucoup de monde qui était là. J'ai proposé des candidats, plusieurs, même de ça. Fait que là, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, parce qu'ils savaient que j'arrêterais là, ils ont dit, écoute, là, nous autres, notre candidat, malheureux pour toi, on l'a déjà choisi. Ah oui? C'est toi? Eh, mon Dieu, je ne voulais pas pantoute, ça n'avait pas de bon sens. Puis d'ailleurs, il avait toujours été convenu avec mon épouse que tout en aimant la politique, suivre ça de près comme bien du monde, de là être candidat, c'est une autre affaire. Donc, elle ne voulait pas. Là, il y a eu beaucoup de pression. Bien, j'ai dit, écoutez bien, parce que ça pressait, la convention était pour être très prochaine. Enfin, j'ai dit, allez voir mon épouse. Moi, là, je ne peux pas. Comment je vous dirais oui? Ça a dit non. C'est non, fini là. Hein? Mais oui. Ça a fait que je suis allé. Mais mon Dieu, je dis que c'était pas facile. Parce qu'on avait 3 jeunes enfants. Puis, en fin de compte, ben, elle dit que si tu décides d'y aller, je vais accepter, puis je vais te seconder, évidemment. Fait qu'on s'est lancé dans la convention. En fin de compte, j'ai gagné la convention. Bien sûr que tout le monde autour de moi était content, sauf moi. Curieusement. Là, comme mais dans pourquoi? Tout s'était fait tellement rapidement que je n'étais pas sûr d'avoir fait un bon coup. Là, j'avais ma profession de notariat. Puis là, on m'avait tellement dit que j'en ferais pas. Puis là, j'étais rendu candidat officiel. J'avais gagné la convention. Mais j'ai pas dormi, pas parce que j'étais content, c'est parce que je m'interrogeais beaucoup sur ma décision là, qui venait de se prendre. Ça fait que le lendemain matin, je vais voir mon frère, Maurice, qui pratiquait avec moi. Moi, j'ai dit, écoute, là, je suis candidat, il faut que je me trouve une organisation. Puis, moi, le qui est bleu, rouge, corps, je n'étais pas trop au courant, en fait, parce que dans tout ce que je travaillais, c'était apolitique. Ça fait qu'on me suis mis à appeler du monde pendant 1 heure de temps. Une secrétaire téléphonait, appelle telle personne. J'ai pas eu un nom. Tout le monde a dit oui. Fait que j'avais mon organisation. J'avais mon organisation et je voulais absolument axer mon programme sur la jeunesse. On dit toujours ça, mais moi, je croyais à ça. C'est dur comme fer. Il fallait que ce soit viscéral. Et je me souviens, au début de ma campagne, je n'avais pas encore trouvé mon slogan. J'étais allé visiter au cégep de Chicoutimi, il y avait une espèce d'exposition. Puis le slogan de l'exposition, le titre, quand on rentrait, c'était « Partir pour ici ». Ça m'a frappé, ça. Autrement dit, au lieu de partir pour ailleurs, que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean partent pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été pas seulement mon mot d'ordre, mon slogan pour la campagne, mais de toute ma vie politique. Parce que j'ai toujours été axé sur essayer de décider les gens à rester chez nous ou à revenir chez nous. Et ça a pris, ce slogan-là. Ah oui. Et la jeunesse a embarqué avec moi. J'ai des souvenirs que j'ai remis ici, là, des photos qu'on voit. Dans la dernière semaine, une réunion à Saint-Félicien, là, il y avait 1500 jeunes, imaginez. Là. C'était pas du tapage d'un rue. Là. C'était qu'ils venaient m'appuyer dans leur démarche. C'était pas mal extraordinaire. Votre adversaire, c'était M. Georges Gauthier, qui était un député de l'Union nationale avant vous. Et ça a donné quand même une campagne assez particulière. Est-ce que ça a été dur comme campagne? Non. Ça n'a pas été dur. D'abord, M. Gauthier, c'est un gentleman, il faut dire ça. M. Gauthier avait été maire, préfet, et c'était bien dévoué pour le comté Roberval. Nous avons toujours eu d'excellentes relations avant et après. Également, il y avait plusieurs partis. Il y avait le Parti québécois, le Parti créditiste, l'Union nationale, le Parti libéral. Enfin, quand vous avez une bonne organisation, ben, vous pouvez passer entre tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Le comté, vous dites qu'il était grand. Là. Oui. Si vous le délimitez, nord, sud, est, ouest, c'était quoi? Ben, disons que quand vous arrivez, disons, de Lac-Saint-Jean, on commençait après la ville de Bienne. L'autre, d'un côté, on avait Saint-André, Saint-François-de-Salle, Lac-Bouchette, Chambord, Val-Jalbert, Roberval, Ville-et-Paroisse, Saint-Prime.
Saint-Félicien, ville et paroisse, Albanel, paroisse et village, Dolbeau, Mistassini, village et paroisse. Puis vous aviez, entre autres, là, j'ai passé, mais il y avait Pointe-Bleue, Mastuyache, qu'on appelle maintenant, c'était Pointe-Bleue. Alors, il faisait partie du comté Roberval, les autres. Pas parce qu'il ne demandait jamais rien, par exemple, mais il aimait bien qu'on y aille les voir, changer différentes choses. Et le portrait socio-économique, là, est-ce que c'était riche? Est-ce que, non, c'était pas... Non. Il y avait l'industrie Domtar à Dolbeau, qui est une industrie importante, et on avait beaucoup d'industries de boîtiage qui est plus petite, un peu partout dans le comté Roberval. Et l'agriculture. Donc, c'était ça, travaillant. Pas des gros salaires. Hein. Les gens travaillaient pour l'industrie de boîtiage, c'était pas les meilleurs salaires que vous aviez. Aller bûcheron ou travailler sur une terre, il y en a qui n'aimaient pas ça, qui ne voulaient pas remplacer leur père, leurs parents sur la terre. Hein. Donc, il fallait se concentrer sur les besoins, sur les aspirations de chacune des municipalités. D'ailleurs, moi, j'ai appris vite à travailler avec les municipalités. Écoutez bien, là, c'est vous autres qui allez décider ce que vous voulez, c'est que vous souhaitez que le gouvernement fasse pour vous. Dans les projets. Projets. Mais vous ne les énumérerez pas latéralement, vous allez les énumérer 1, 2, 3, 4, 5. Et on va travailler sur le numéro 1 tant qu'on ne l'aura pas. C'est vous autres l'avoir choisi, je pose comme condition qu'il soit réaliste et réalisable. Et on a eu beaucoup de succès avec cette méthode de travail. Et j'aimais beaucoup travailler avec les chambres de commerce, si possible, dont en particulier, il y en a 2 là, qui ont été vraiment des collaborateurs extraordinaires. Dolbeau-Mistassini, la chambre de commerce Dolbeau-Mistassini, et Saint-Félicien, évidemment. Hein, fait que ça a été... travailler beaucoup avec ces gens-là de chambre de commerce. À l'époque, il y avait encore cette mentalité-là que, surtout pour les contrats de voirie, quand c'est les Bleus qui étaient au pouvoir, les Rouges débarquaient, puis l'inverse, quand les Rouges prenaient le pouvoir, c'était les Bleus. Vous avez connu ça? Vous avez J'ai connu ça, puis je pensais pas que ça existait encore. Imaginez, là, j'ai été élu député, c'était le 29 avril. Puis le 29 avril, évidemment, c'est les chemins, hein, puis les trous dans les chemins, puis surtout dans nos villages, puis tout ça. À un moment donné, je reçois un appel du ministère des Transports, très tôt le matin, je pense 5 heures du matin. Je pensais que c'était une blague, de toute façon. Ça fait que ça prenait des camions. Des camions? Je ne comprenais pas de camions. Hein? Et là, il dit, monsieur le député, c'est vous qui choisissez les camions. Comment ça, je choisis les camions? Hein? Ah, c'est la vie. Ah ben, j'ai dit, quoi, on comprenait bien que ça n'a pas de... Ah, fait que là, effectivement, ben, j'ai dit, écoutez, là, il n'y en a pas, nous autres, on n'engage pas de camions, c'est vous qui allez nous dire ça. Ben, imaginez-vous, en 1970. En fait que là, j'avais fait une réunion d'urgence avec 2 de mes amis et collaborateurs. J'ai dit, écoutez bien, il paraît que c'est moi qui choisis les camions. Aidez-moi, quand on fait ça. Aidez-moi pour un temps, mais il va falloir changer ça. En fait, effectivement, il a fallu faire ça. Il a fallu vivre avec le temps. Mais là, j'ai fait des déclarations publiques expliquant que j'étais pris pour faire ça, que je n'aspirais pas à faire ça. Moi, là, je me lançais pas en politique pour faire ça. Mais c'est pas tout le monde qui est en faveur de ma position. Comprenez bien, là, c'était le Parti libéral qui venait de prendre le pouvoir. Après, les camions rouges, eux autres, là, c'était leur temps, eux autres. Puis là, j'arrivais, je disais, ben là, écoutez, là, on va mieux partager ça. Enfin, ceux qui perdaient le pouvoir, ils étaient très favorables à mon opinion. J'imagine, ça me revient à Albanel. Je me souviens, M. Godreau était venu me voir, puis qu'il avait perdu son emploi. Que c'est moi qui lui avais fait perdre son emploi. Ah. J'ai dit, je veux perdre votre emploi. Vous travaillez pour la voirie, là, une place. Bien là, j'ai dit, moi, je n'ai pas fait perdre d'emploi à personne. D'ailleurs, j'ai été élu député pas pour perdre des jobs, pour en créer, si possible. Je sais ce qui s'est passé. Là, je me doutais bien tout d'un coup ce qui était passé. Ça avait aimé ce que ça m'a dit, écoutez, là, retournez chez vous, là, puis je vais m'occuper de ça, là, mais vous allez travailler, ce sera pas long. Enfin, je suis allé à Albanel, je suis allé voir les gens pour leur expliquer, ben là, écoutez, ça ne marche pas de même, on ne peut plus, là, aujourd'hui, parce qu'on change de gouvernement, priver quelqu'un de son gagne-pain, là. Je comprends que c'est comme ça, mais il faut que ça change à un moment donné, puis on commence comme ça.
Ah, ben, tranquillement, le monde sont habitués à ça. Vous êtes évidemment arrivé à Québec quelques jours après votre élection. Quelles ont été vos impressions en arrivant ici, le décorum, vos nouveaux collègues, l'ambiance, quoi? Bien, quand je suis venu ici, pas longtemps après le 29 avril, après l'élection, d'abord, moi, j'ai toujours appelé ça de même. C'était comme un séminaire pour moi dans le temps. Moi, j'ai été au séminaire de Joliette en particulier. Une grosse bâtisse que je ne connaissais pas. J'avais aucune idée même par quelle porte entrer. Ça fait que, bon, en fait que là, j'ai dit, il faut que j'apprenne tout ça rapidement, apprendre mon métier de député rapidement. Je ne peux pas passer 4 ans à me demander ce que je fais là à Québec. En fait que j'ai demandé la collaboration de Gérald Harvey. Gérald Harvey, député de Jonquière, qui était venu au soir de la convention dans le comté Roberval. Fait Gérald, il dit, ouais, je vais t'aider, moi. Je vais te montrer ça, comment on fait ça, moi, député. En fait, Gérald m'a donné des précieux conseils de toutes sortes. D'ailleurs, un conseil, entre autres, quand on est élu député, on oublie que ça coûte cher. Moi, ça a été une des découvertes en 1970, comment que ça coûtait cher être député. Ben, on partait de chez nous, puis là, des dépenses, on n'avait pas. Les députés, ça gagnait pas grand-chose, là. Et on arrivait, il fallait manger. À un moment donné, on n'arrivait pas, mais pas du tout. Ça fait qu'il n'y avait pas d'allocation pour une deuxième résidence à Québec. Il n'y avait pas d'allocation pour le transport, ces choses-là. Oui. Puis, donner comme conseil de payer au comptant et non pas avec une carte de crédit. Une carte de crédit, tu peux remplir ça, peut-être en prendre une autre, et de sorte que... Mais je veux dire que ça m'a bien préoccupé dans les années suivantes parce que je me suis occupé de ça, moi, du salaire de député avec des gens des autres partis, pour dire, écoutez bien, là, c'est bien beau venir député... moi, j'arrivais, là, quand j'ai été élu député, j'avais 3 bureaux de notaire. Puis là, j'avais plus de temps de pratiquer le notariat. Puis là, je me trouvais député, puis je baissais de salaire considérablement. Là, avec ça devenait inquiétant. Tu as une famille, tu as des enfants. J'ai beaucoup travaillé, moi, à connaître les ministères qui relevaient, pour qui le comté Roberval avait besoin. On avait besoin d'aller sur certains ministères. Terres et forêts, évidemment. Ministère de l'Agriculture et des Terres et forêts, il fallait que je sache rapidement où étaient les ministères 200 chemin Sainte-Foy, puis dans ce coin-là. Il fallait que j'aille là. En fait que j'ai appris mon métier, comment aller à l'école, comment aller au séminaire. Et de ne pas trop parler, mais d'écouter tout ce qui se faisait. Puis une anecdote en passant. J'étais dans un bureau dans le poulailler qui appelait au 4e étage. On ne voyait même pas dehors. Il fallait presque appeler pour savoir la température, parce que surtout quand tu n'étais pas grand comme moi. Puis à un moment donné, il arrive M. Gérard Lévesque, la pipe. Puis évidemment, c'était une institution, M. Lévesque, là. Il ne nous connaissait pas, mais nous, on le connaissait tous. Ça fait que moi, je le vois, puis évidemment, il rentre dans le bureau, je me lève debout, et il dit, comment tu t'appelles? La Montagne. Ah, la Montagne, là. Roberval. Ah, bon. Puis là, j'étais assis, puis mon tiroir était ouvert. Puis il dit, tu cherches quoi, là? Ben, je cherche un peu tout, là, les dossiers du comté Roberval, là. Là, il se met à rire. Il dit, mon jeune, tu vas apprendre que les dossiers, tu vas devoir les faire toi-même. Ça fait que c'est avec un crayon que tu vas recommencer ta vie. C'est à toi de bien faire ça, de rebâtir des dossiers à ta manière, mais il n'y a pas de legs antérieur. Ça m'a bien surpris. Donc, c'est devenu une tâche considérable. En 1970, j'ai passé tout l'été, puis encore, à communiquer avec toutes les villes et paroisses qui me rappellent leurs dossiers. Mon premier lundi que j'ai fait du bureau, mon bureau, moi, est en arrière de ma maison familiale et ma mère demeurait en avant. Après, le matin, le premier lundi, j'arrive au bureau un peu tard. Il y avait du monde là, ça n'avait pas de bon sens. Ma mère pensait que c'était tous des clients de mon frère Maurice Notaire, mais c'était tous des clients du député. Mais ça n'avait pas de bon sens. Et là, c'est là que j'ai découvert un autre monde, que malgré la campagne électorale et mon élection, que je ne connaissais pas. Ceux qui vont voir le député à son bureau le lundi, là, tous les députés ruraux comme moi dans le temps, semi-urbains en tout cas,
connaissent ce que je veux dire. C'est un travail considérable. Vous aviez des demandes de toutes sortes, incroyables. Et il fallait donner le temps de chaque demande. Il fallait pas. C'était pas toujours. Souvent, les parents qui venaient pour leur enfant pour qu'ils trouvaient de l'ouvrage. C'est pas l'enfant qui venait chercher de l'ouvrage, c'était les parents. Bon. Ou d'autres choses, des querelles de famille, n'importe quoi qui arrivait sur le burlet social, évidemment. Durant les premiers mois à Québec, à l'Assemblée nationale, vous dites, bon, bien, j'ai fait mon apprentissage, le fonctionnement des ministères, tout ça. Mais est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle des fonctions particulières que M. Bourassa? Pas au début. D'abord, ça s'est passé au mois d'avril. La période d'été, c'est pas connu. Moi, dès 1970, j'ai eu la première visite de M. Bourassa à Saint-Félicien. Il est venu à Saint-Félicien en 1970. Et par la suite, après tous les mois, on en reparlera. Mais ça a été plutôt l'automne, de comprendre. C'est que c'était à l'Assemblée nationale. C'était impressionnant, on va vous dire. Le premier discours à l'Assemblée nationale que j'avais bien préparé, relu, pratiqué devant ma famille, un texte lu, malgré que j'avais de la misère avec les textes lus, mais là, on m'avait prévenu que c'était mieux avec un texte lu. Mon épouse était descendue pour m'écouter à mon premier discours, mais au moment où je devais parler, les leaders parlementaires des deux parlements, du gouvernement et de l'opposition, ont changé l'agenda de l'Assemblée nationale de sorte que mon plus beau discours, je ne l'ai jamais fait à l'Assemblée. Je n'ai pas eu de premier discours à l'Assemblée. Il est écrit, il est dans mes archives, mais il n'a pas été prononcé à l'Assemblée nationale. Vous deviez être déçu un peu. Ah, j'étais très déçu. Puis là, on se demandait ce qui se passait, parce que je n'étais pas trop au courant de cette chose-là. Je pensais que c'était remis. Non. C'était cette période-là des discours là, était terminée, puis on passait à d'autres choses. Au point de vue politique, là, moi, le parti, ça m'a toujours fasciné de m'occuper du parti. Et le caucus désignait par vote 2 membres à l'exécutif du Parti libéral. Alors, moi, j'ai été élu et j'ai toujours été sur l'exécutif du Parti libéral tout le long de ma carrière. Ouais, c'est ça. Il y a eu des bouleversements assez importants en 70 au Québec à l'automne, dont les 2 principaux, c'était évidemment la crise d'octobre et la grève des médecins. Et vous étiez un jeune député. Comment vous avez traversé ça? D'abord, parlons de la crise d'octobre, quand il est arrivé la mort de Pierre Laporte. Ça a été un drame épouvantable pour tout le monde. Moi, je demeurais à l'hôtel Victoria, ici à Québec, avec quelques députés, mais surtout le premier ministre qui demeurait là. Bon, c'est surprenant que le premier ministre demeure dans un hôtel sur la rue Saint-Jean. Bon, il n'y a pas beaucoup qui trouvaient que ça avait du bon sens, mais lui, il trouvait que ça avait bien du bon sens. En fait, là, avec la crise d'octobre, l'hôtel Victoria est devenu une place gardée. Avec là, écoutez, il y avait toutes sortes de fusils, même des baïonnettes, des fois. En fait, il y en avait partout, sur le toit, dans les corridors, parce que le premier ministre était là, pas parce que nous, on était là. Mais, puis là, M. Bourassa, me semble de le voir, là, il sortait de l'hôtel Victoria, puis là, il jasait avec le monde sur la rue. Les policiers ils étaient tous nerveux de ça, puis il peut arriver n'importe quoi, on ne sait pas. Tu sais, personne ne savait ce qui se passait. Et pour vous conter, quand on arrivait à Québec, j'arrivais du Lac-Saint-Jean comme député, il fallait se référer immédiatement à un poste de la Sûreté pour dire où on était, où on allait, et quand on changeait, il fallait toujours dire où on était. Et ça faisait tout un climat, ça, de commencer à rentrer à Québec puis se référer à la police. Et également, M. Bourassa nous avertissait qu'il pouvait nous convoquer n'importe quel temps pour nous informer. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Des fois, presque en pleine nuit, on s'est réunis où le premier ministre avait convoqué les policiers pour répondre aux questions des parlementaires qui étaient évidemment très inquiets de ce qui se passait au Québec. Tout le monde avait des solutions maintenant, mais dans ce temps-là, ils n'avaient pas. En fait, on a vécu ça. Puis quand est arrivée la mort de Pierre Laporte, alors ça a été épouvantable, et vous comprenez bien, là, ça a été... moi, je me souviens, j'étais à Saint-Félicien,
Et Gérald Harvey, qui était ministre, m'avait appelé pour demander de le rejoindre, qu'on s'en irait à Montréal ensemble. Fait que je suis allé le rejoindre. Puis là, j'ai embarqué dans sa limousine, qui était conduite par une personne de la Sûreté du Québec. Puis là, on s'en allait à Montréal. Mais là, seulement écouter ce que se disaient les policiers entre eux, là, hey, c'était comme à la guerre. Ça n'avait pas de bon sens. Puis là, ça nous énervait encore davantage. Mon Dieu, ce qui se passe, hein? Puis là, on était allé, en arrivant à Montréal, on était allé... Pierre Laporte était exposé à l'Hôtel de Ville de Montréal. On est allé faire le tour. Pas besoin de vous dire que c'était gardé. Hein? Et après ça, on s'est rendu au Reine-Élisabeth. Là, il y a une anecdote un peu drôle. Ben, moi, j'étais assis, j'étais avec Gérald. Mais moi, je n'étais pas ministre, c'est lui le ministre. En fait, quand on est arrivé au Reine-Élisabeth, ils nous ont fait monter par un élévateur au 21e étage. C'était l'étage du Conseil des ministres. Ah ben, moi, je me ramasse là, c'est le cas de le dire. Hein? J'ai pas d'affaire là, évidemment. Ça fait que j'ai dit à Gérald, ben là, je fais quoi? Ben là, je sais pas. Là. Ben, j'ai dit, en tout cas, je vais aller manger. J'avais faim, je me comprenais pas. Ça fait que j'arrive à l'élévateur, il y avait un policier. Il dit, vous allez où, vous? Ben, je vais manger. Non. Faites-vous monter, il y a personne qui sort d'ici. Ah, ben, je suis resté là. Je n'ai pas descendu. Mais quand même, j'ai pu aller dans la chambre de M. Bourassa, parler avec lui. Et curieusement, il était d'un calme désarmant. Fait qu'on a vécu cette période-là. Et quand il est arrivé les funérailles de Pierre Laporte, oh mon Dieu, là, je peux vous dire une chose. Quand Pierre Elliott Trudeau est arrivé, là, le monde était nerveux, tout le monde avait peur. On ne savait pas ce qui se passait. Hein? C'est plus tard qu'on l'a su. Donc, ça a été très triste. Et en même temps, pour parler, parce que tout le monde connaît un peu tout ce qui s'est passé, la grève des médecins, mais là, c'est nouveau et important. Puis là, ben, la police ne voulait pas que l'Assemblée nationale siège, mais le gouvernement voulait passer une loi spéciale. Fait que le gouvernement, M. Bourassa, a fait convoquer le Parlement, mais c'était le Parlement, c'était gardé, hein, c'était presque épeurant. Fait qu'il y avait eu cette grève-là. Ça fait que ça a fait un climat difficile. On vivait ça, pas seulement nous, nos familles, parce qu'on nous demandait d'être prudents dans nos comtés, parce que c'était arrivé, Pierre Laporte, évidemment, était un ministre important. Et en plus, ben là, c'était notre ministre du Travail. Pierre Laporte, on n'avait plus de ministre du Travail. Puis à un moment donné, sans doute que d'autres que moi vous ont conté l'anecdote, mais moi, j'arrivais à Québec, puis là, en arrivant, on m'informe qu'on est convoqué par M. Bourassa au Club de réforme pour une assemblée, pour le caucus. Ça fait que on m'en va là, je sais pas. Puis là, il y a quelqu'un qui dit il va y avoir une nomination. Ah, on verra. Ça fait de la nomination, c'était Jean Cournoyer qui devenait ministre du Travail en place de Pierre Laporte. Je n'ai pas besoin de vous dire, puis là je ne veux pas compter tout ce qui s'est dit, là, mais disons que ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Parce que c'était un ancien ministre de l'Union nationale. De l'Union nationale, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de députés libéraux. Il y en a qui avaient beaucoup de talent, puis il y en a d'autres qui pensaient qu'ils avaient le talent. Ça fait que ça faisait beaucoup de talent. Fait de sorte que... Et mon voisin, qui est devenu ministre par après, je ne sais pas si ça t'a aidé cette affaire-là, mais lui, il a eu le courage de se lever. J'ai bien apprécié ça. Il avait dit à M. Bourassa, parfait, vous l'avez nommé, c'est fait. Mais s'il vous plaît, ne faites plus jamais ça de votre vie politique. On ne fait pas ça. Il s'est rassis. Et ce froid-là, a-t-il duré un petit bout de temps? Un bout de temps. Ah oui? Un bout de temps. Oui, mais c'est un bon ministre, Jean Cournoyer, mais par contre, on le sentait un peu trop apolitique. Alors lui, il avait perdu comme Union nationale, puis se retrouvait ministre libéral. C'est un peu rare. On continue la semaine prochaine, M. Lamontagne. Ça me fait plaisir.